nouveau mythe fondateur et d'une nouvelle clinique de l'altérité. Ainsi, relire les méta-récits contemporains par le biais de la généalogie de la race, de la différence sexuelle et de la nation que propose Elsa Dorlin notamment, nous permet de nous rendre compte que la modernité se soutient justement en pensant le sujet comme ontologiquement détaché, souverain, mais au prix d'une différenciation de l'autre, de ses corps vils, qui touchent l'autre jusque dans son désir, en liant notamment l'histoire de la folie de Michel Foucault avec les damnés de la Terre de France Fanon, sorti la même année, par le biais de la généalogie féministe d'Elsa Dorlin dans la matrice de la race, par sa compréhension médico-sociologique de création des catégories du pathologique et du corporel. Pour aborder cette psychopathologisation du corps de la femme, ainsi que la subjectivation des corps autres, comme dispositif de pouvoir et de contrôle, pour nous montrer en quoi cette pathologisation des corps autres, par l'institutionnalisation, est un des leviers de domination et de contrôle biopolitique des corps et des psychies. Donc, en effet, par cette étude dans une perspective foucaldienne que propose Elsa Dorlin ou Paul-Béatrice Preciado, par exemple, et dans une autre mesure, Judith Butler ou Catherine Malabou, c'est la mise en évidence de structures de dispositifs de pouvoir, de technologies de soi et de processus de subjectivation que nous allons voir tout de suite. Ce que nous montre Elsa Dorlin sur l'analyse nosologique des corps va catégoriser et hiérarchiser les corps et les sexualités. Elle écrit, je cite, que la conceptualisation de la différence sexuelle à l'âge classique passe ainsi par la catégorie du sain et du malsain, qui sont tout autant de catégories médicales que politiques. Le corps féminin est un corps malade et tout corps malade est un corps efféminé. Comme nous avons pu voir au début donc, de cette journée également, ce qu'ont en commun les œuvres de Fanon, Foucault et Dorlin sur ce point, c'est de mettre en lumière les processus de création, de la pathologisation des corps dominés, de la santé comme catégorie classificatoire signifiante, ou encore du développement de la médecine comme outil de contrôle biopolitique des corps. Le concept de santé est donc caractéristique de la possibilité d'attribution de la domination de genre, et la nosologie, en déterminant donc ce qui est sain ou malsain, est un outil aux mains des dominants et du discours hégémonique créé par les hommes, notamment blancs, notamment occidentaux, de la modernité. La femme est donc déterminée ici comme pathogène par la création de maladies typiquement féminines, donc comme nous avons pu parler toute la journée, notamment de passion hystérique, de suffocation de la matrice, je cite, de nymphomanie, de frigidité, ou par un tempérament ou des humeurs typiques, trop froides, trop molles ou trop timorées. Ainsi, lié par un rapport génétique et une rationalité politique commune de contrôle et de domination de ces corps vils, marqués ou autres, et comme double altérisant et subjectivant pour le sujet dominant, le sexe et la race sont animés par de nombreuses logiques similaires, comme l'objectivation des corps subalternes par la subjectivation à l'inverse des corps dominants, ou encore la pathologisation, la spoliation et l'altérisation hiérarchique des corps inhérentes à toute différenciation. Cette étrangéité des femmes et des autres à leur propre corps va de pair avec une pathologisation du corps, tout d'abord des femmes, puis des autres en général, utilisée par la suite par l'image d'un corps de femme établi, déterminé par la norme dominante, pour distinguer ces autres, comme nous l'avons vu tout au long de cette journée. Donc, c'est en pensant ces formes de dépossession de corps que, justement, Butler et Malabou réactivent l'idée hegelienne d'une ontologie du corps, ou plutôt de l'esprit, dans son expression sensible, qui fait toujours nécessairement retour à lui-même, le corps, qui n'est pas cet hors de soi, ni son extériorisation. En effet, il est du devenir du sujet que dans la matière dont je me détache, je délègue ma propre corporéité sur un autre corps. Cependant, d'un point de vue très contemporain, nous pouvons voir que l'œuvre de Françoise Vergès nous permet de nous rendre compte de l'importance vitale du travail du care effectué par les personnes assignées femmes, notamment racisées, qui nous permet justement de suivre la métaphore des afro-pessimistes sur la persévérance dans l'être, qui nous explique que n'est rendu possible la persévérance dans l'être, justement, au sens spinoziste du terme, que par une prise en compte totale et complète des femmes, et surtout des femmes racisées, du travail du care, c'est-à-dire du prendre soin, dans la mesure où c'est par l'utilisation, l'exploitation, l'aliénation de ce corps autre que les corps dominants peuvent vivre et même survivre. C'est donc, pour suivre la métaphore afro-pessimiste, en se nourrissant d'autres corps au sens figuré comme au sens propre, c'est-à-dire qu'il va être question même de vie ou de mort, que les corps dominants sont en mesure de vivre, de survivre, notamment lorsque l'on pense au futur apocalyptique de contexte de crise climatique qui est annoncé de manière très contemporaine. Ainsi, quels sont ces corps autres? Ou pour le dire autrement, comment la différenciation de l'un d'avec ces autres corps est-elle à l'origine et le processus même du système de hiérarchisation
par la création même de la matrice de la race, et ainsi donc de la différence sexuelle. Si différencier, c'est nommer, c'est déjà classifier et hiérarchiser, ce processus est inhérent à toute subjectivation du sujet, et cette dernière passe par un rapport à l'altérité, au corps de l'autre comme représentation de soi, mais aussi comme doublure, comme substitut. Cette enclosure des corps, des territoires, des corps des femmes par la spoliation concomitante des terres, des espaces publics et de leur propre corps, est concomitante à la définition du corps autre comme objet servant ontologiquement les corps dominants. À titre d'exemple, nous pouvons parler, comme l'explique Elsa Dorlin dans son ouvrage sur la matrice de la race, l'exemple des corps mutants. À ce titre-là, elle explique que si les femmes, dans son analyse, deviennent peu à peu le corps de la nation, elles ne sont reconnues qu'au statut de mère. Il est alors crucial de distinguer le mauvais corps féminin, le corps mutant, et de distinguer ainsi la bonne mère de la prostituée ou de l'esclave, par exemple, au tempérament trop chaud, trop viril et trop lascif. De cette manière, il en va de même pour la sexualité des hommes racisés, qui est également assignée une sexualité déviante, pathogène, anormale, parce hyper virile ou à l'inverse hypertrophiée, dans la parodie de l'efféminisation totale des corps ou de l'hypersexualisation dangereuse. Ainsi, la sexualité des personnes est forcément, des personnes racisées sera forcément vue comme malsaine ou anormale. Ainsi, Dorlin utilise l'image du mutant, de la mutante, qui est particulièrement riche et bien illustrée notamment par Paul Preciado, notamment lorsqu'il parle dans Texto Junkie de l'utilisation de la testostérone par les corps assignés femmes comme outil politique de réappropriation et de la maîtrise nécrophage des corps dominés et anormaux. Du coup, cette clinique de l'altérité utilisée va nous permettre de comprendre les logiques d'aliénation qui se réactualisent aujourd'hui au prisme des logiques de contrôle biotechnologique des frontières et des tentatives migratoires actuelles. On remarque en effet une accentuation des technologies de traçage et de traquage du vivant, ethnicisées et catégorisées. Voilà des processus sociopolitiques de contrôle des corps qui ne tournent pas toujours en faveur des minorités ethniques, comme vous pouvez vous en rendre compte. C'est particulièrement le cas lors des parcours migratoires où la traque de migrants et migrantes par les nouvelles technologies de contrôle biopolitique du vivant peut conduire à des résultats dramatiques. D'un point de vue anthropologique, ce contrôle des corps passe par différents processus, que ce soit le traçage ADN, les tests osseux, pileux, dentaires, aujourd'hui normalement interdits, mais toujours plus ou moins pratiqués, les caméras techniques, les détecteurs de mouvement, etc. Ces nouvelles technologies contraignent les corps de migrants et surtout de migrantes et les obligent à contrôler leur propre élan vital par un autocontrôle parfois nécrophage de leur corps. Grève de la faim, suspension de la respiration au risque mortel, privation de nourriture pour garder une apparence juvénile et ou stopper les menstruations, etc. Ainsi, la migration des enfants est particulièrement un bon exemple pour comprendre cette gestion de la minorité-majorité sur les corps migrants ou racisés. Ainsi, en ce qui concerne les relations entre migration et reproduction des normes genrées, les technologies de contrôle de corps que nous pouvons imaginer comme neutres ou apolitiques participent de la gouvernance des descendances migratoires. Pour conclure, nous pouvons élargir avec la situation actuelle en prenant l'exemple des stérilisations forcées sur les groupes ethniques minoritaires, les femmes immigrées ou racisées. C'est notamment le cas, par exemple, de Jaromí Floriano Navarro, une détenue du ICE, qui est l'Agence du contrôle aux frontières états-unien de contrôle, qui va elle-même porter plainte, qui est en train d'ailleurs de porter plainte avec plus de 30 autres femmes immigrées pour hystérectomie ou tentative d'hystérectomie forcée. Ainsi, cette politique de gouvernance et de contrôle des corps sur les migrants, les migrantes, les minorités ethniques et les personnes racisées se développe grâce aux technologies de contrôle du vivant et surtout grâce aux nouvelles politiques de gestion mondiale et capitaliste des migrations. De ce fait, nous pouvons voir que le fait de faire corps, de se rapproprier son corps, est une des manières collectives et souhaitées de pouvoir se réapproprier un espace dominé par les corps dominants sur les corps. Merci. Louisa Blanchon, vous aussi, vous avez tout à fait tenu le temps. Et je passe la parole sans plus de commentaires, donc à Elvire Duvel-Charles, journaliste. Est-elle là? Je suis là. Merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie. Bonjour tout le monde et merci pour cette invitation. Alors,
Je vais essayer de faire une synthèse du mémoire que j'ai fait à Paris 8 en master genre, qui parle de la nouvelle révolution sexuelle sous le prisme d'Instagram. En 2013, les autrices du Femme Future Online Revolution écrivaient en introduction de leur rapport: Internet a changé non seulement la vie des activistes féministes, mais aussi la vie des mouvements activistes en tant que tout. 4 ans plus tard, le succès du hashtag MeToo confirme leur intuition, hein, qui a donné naissance à de nombreuses déclinaisons dans différents pays: Balance ton porc, Yotambian, Kleine Cake, je parle pas bien allemand, Time's Up, What Were You Wearing, Never Been Raped Before, Yo te creo. Et en France, le hashtag marque un tournant social si fort que la presse parle de MeToo comme d'une rupture. Donc on va avoir des articles: écrire après MeToo, sexualité après MeToo, il a fallu tout repenser, après MeToo peut-on encore draguer, comment désirer après MeToo. Donc il y a véritablement, en tout cas dans nos imaginaires érotiques, un avant et un après MeToo. Je ne vais pas revenir sur l'histoire du mouvement MeToo, mais ce qui est sûr, c'est que ça a provoqué, il me semble, une réflexion sur nos sexualités, et ça a permis de remettre au goût du jour les questions de l'intime, qui étaient en fait déjà très présentes dans les années 70. Et en août 2018, on a la journaliste Dora Muto qui a raconté sur Instagram, en story, un rendez-vous galant désastreux, lors duquel le jeune homme qu'elle rencontrait lui affirme que la raison pour laquelle les femmes auraient moins d'orgasmes que les hommes et que celles-ci seraient plus cérébrales, plus sentimentales. Et donc elle va publier une story assez salée, à la suite de laquelle elle va recevoir de nombreux témoignages en message privé de femmes qui lui confient avoir le sentiment que leur plaisir sexuel est très peu pris en compte lors des relations sexuelles qu'elles ont avec des hommes. Et elle parle aussi de leur difficulté à avoir une discussion franche à ce sujet avec leur partenaire. Beaucoup disent simuler l'orgasme par peur de vexer leur partenaire ou pour, je cite, qu'ils finissent. La journaliste est frappée par le nombre de témoignages qui vont en fait raconter à peu près exactement la même histoire. Et elle décide de reprendre ces témoignages et de les publier en prenant le soin de les anonymiser avant de les publier. Et puis en fait, ces témoignages sont de plus en plus nombreux, et donc elle finit par lancer le compte Instagram Tajoui, en précisant je veux que cette parole dépasse les frontières de ma story. Le lendemain, le compte est suivi par déjà 6500 personnes, c'est environ le double du nombre de personnes qui étaient abonnées à son compte privé, et moins d'un mois plus tard, il en comptait plus de 100 000. Aujourd'hui, il me semble qu'il est à 700 000, je n'ai pas vérifié les derniers chiffres, mais c'est un compte qui a grossi très vite. Et ce qui est intéressant, c'est que les médias vont commencer à s'emparer de ce succès phénoménal et de ce phénomène qu'ils appellent la vague Tajoui, et qui va emporter avec elle, en fait, plein de comptes. Alors déjà, des comptes existants qui parlaient de sexualité et de plaisir dit féminin. Donc des comptes comme Clit Révolution, que je porte moi-même, ou alors le compte Merci beaucoup, qui existait, le compte Jouissance Club. Mais il va voir aussi naître énormément de nouveaux comptes: Je m'en bats le clito, le gang du clito, Orgasme et moi, SPM ta mère, qui vont chacun avoir la particularité d'être très incarnés par leurs autrices, et de se baser sur des témoignages. Donc les autrices de ces comptes-là ne vont pas se positionner comme des expertes, disons, de la sexualité et de la santé sexuelle, mais plus comme des médiatrices, disons, qui vont faciliter la parole et qui vont récolter les témoignages et les expériences de sexualité et de santé sexuelle des femmes, un peu en fait sur le modèle du self-help dans les années 70, qui consistait à créer une... Allô? Oui, c'est bon, ils diront. Non, j'ai entendu un... Ok.
donc le self-help qui fonctionne par justement la circulation de la parole et des témoignages des différentes femmes présentes, à qui on doit d'ailleurs le livre Notre corps, nous-mêmes. Et donc en fait, j'ai l'impression, dans mon mémoire, je fais un peu le parallèle entre ces deux pratiques-là, qui ont été salvatrices pour beaucoup de personnes, puisqu'en fait, on a reçu énormément de témoignages par la suite de personnes qui disaient avoir complètement changé leur vie sexuelle, affective et politique. Et en fait, on a énormément de femmes qui, par les communications qu'elles ont pu avoir dans ce compte, avec ces comptes-là et par les références qui ont été faites et les sources qui sont données dans ces comptes, ont commencé à s'intéresser aux thématiques féministes et à s'engager politiquement. Alors, attendez. Tac. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'on voit justement que ça va être à la fois un espace privilégié pour les victimes de violences, qu'elles soient sexuelles ou pas d'ailleurs, qu'elles soient sexistes ou sexuelles, parce qu'elles vont avoir l'impression d'avoir un accès plus simple aux personnes qui sont derrière les comptes qu'aux personnes spécialisées, c'est-à-dire les associations, le 3919, etc., qui sont en fait des entités qui ne sont pas incarnées, et donc en fait on ne sait pas exactement à qui on parle, et donc en fait on a remarqué qu'en fait au final il y avait des centaines de témoignages qui arrivaient et qui, avant d'arriver vers des associations vers lesquelles elles vont être dirigées, donc elles vont être redirigées vers le 3919, vers le chat commentonsaime.fr, qui est géré par En Avant Toutes, mais en fait qui vont souvent passer par ces comptes-là qu'elles ont apprivoisés, qu'elles ont l'habitude de voir, qu'elles ont l'impression de connaître. Et du coup, il y a énormément de questions, notamment sur le viol, est-ce que j'ai été violée, il m'est arrivé ceci, cela, est-ce que j'ai été violée. Donc en fait, ces comptes vont avoir un vrai rôle d'éducation à la culture du consentement. Et ils vont aussi avoir un rôle de lanceuse d'alerte, puisque je prends un exemple, le compte Clit Révolution, qui a lancé en juillet 2020 un appel à témoignages à la suite de la publication d'une enquête par le magazine Néon sur le street artiste parisien qui était accusé qui est accusé par 16 femmes de viol et ou d'agression sexuelle. Et qui en fait procédait tout le temps avec le même modus operandi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le compte Clit Révolution a relayé un appel en voyant qu'en fait aucune des victimes n'avait porté plainte et en disant si vous voulez faire une action en justice collective, vous pouvez le faire. Envoyez-moi un message et on vous mettra en relation avec une équipe d'avocates. Et donc en fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une cinquantaine de témoignages de femmes qui avaient été victimes de cet homme, qui est aujourd'hui mis en examen et en attente de son procès. C'est une communauté qui est prête à sortir dans la rue. Enfin, ces comptes-là, ils ont créé une communauté prête à sortir dans la rue. Donc, je pense que le symbole principal de cette révolution sexuelle, ça va être le clitoris, qui est passé d'inconnu au bataillon à un symbole presque du féminisme qu'on va retrouver dans les manifestations, dans les collages, qu'on va retrouver tagués sur les murs, etc. Évidemment, très vite, tous ces comptes-là ont eu à se confronter à de la censure et à ce qu'on appelle du shadow ban, qui est une forme de censure qui consiste à être invisibilisé. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails de cette censure, mais disons que c'est des contenus qui, puisqu'ils parlent de sexualité et de féminisme, c'est-à-dire deux sujets dont ne sont pas friands les algorithmes des GAFAM, vont avoir tendance à être supprimés, voire les comptes même, enfin il y a plusieurs comptes dont Jouissance Club qui vont faire l'objet de suppression et de suspension complète de leur compte. Donc tout ça, c'est un travail qui du coup demande énormément de temps et d'énergie, d'une part parce que les autrices de ces comptes-là sont seules à la tête de communautés de dizaines ou de centaines de milliers de personnes, mais aussi
justement parce que les algorithmes étant assez sévères avec ces comptes en particulier, les autrices, pour rester visibles, vont devoir répondre à toute une série d'exigences d'Instagram, à savoir poster énormément, poster du contenu sur lequel on va cliquer, poster du contenu sur lequel il va y avoir de l'engagement. Et du coup, ce qu'on peut remarquer, c'est au fur et à mesure des mois et des années, les contenus sont de moins en moins qualitatifs. Et en fait, c'est de moins en moins... Il s'agit de plus en plus de poster le contenu que les personnes aimeraient voir. Donc, en fait, le contenu qu'il faut poster pour rester en lice, plutôt que le contenu que l'on veut poster. Donc, c'est un vrai problème, je pense, d'un point de vue... je pense que ce n'est pas que les comptes qui parlent de sexualité qui sont visés par ces questions-là, mais c'est le problème auquel vont se confronter les autrices de mon corpus. Et puisque cette activité devient particulièrement chronophage, on va avoir en fait une scission et une division entre celles qui veulent vivre de leur compte Instagram parce qu'en fait, ça devient trop prenant et donc elles ont besoin de trouver des moyens de se financer, et celles qui ont une activité professionnelle qu'elles n'ont pas l'intention de lâcher et qui du coup vont en fait avoir un compte qui produit de moins en moins et qu'elles vont finir par laisser plus ou moins à l'abandon. On a donc une forme de professionnalisation croissante des comptes, où on va voir que le contenu est beaucoup plus travaillé. Parfois, il y a des personnes qui vont être embauchées, des graphistes, des monteuses, des community managers qui vont être là pour répondre aux messages privés qu'elles reçoivent. On va avoir aussi différents types de formats. Notamment de plus en plus de vidéos dans lesquelles en fait les autrices des comptes vont se positionner de plus en plus comme des expertes et de moins en moins comme juste des personnes qui vont favoriser la parole, ce qui va aussi fatalement créer une certaine forme de retour d'injonction. Donc là où en fait ces comptes-là ont été créés pour détruire un peu les injonctions liées à la sexualité, il va y avoir de nouvelles injonctions, et ce qui va beaucoup participer aussi à ce renouveau des injonctions, c'est les partenariats rémunérés. Où forcément les marques, notamment de sextoy et toutes les marques liées à la sexualité et à la santé sexuelle des femmes, vont avoir tendance à aller prendre d'assaut ces comptes-là, qui sont au final peu nombreux, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ces marques-là, elles-mêmes ne peuvent pas faire de publicité, puisque leur compte est sexuellement explicite, et donc elles ne peuvent pas faire... comme le ferait une marque de mode, par exemple, de prêt-à-porter, de pub sur Instagram. Donc, elles vont être obligées de passer par ce qu'on appelle les influenceuses. Et le fait qu'elles passent par des influenceuses font que les créatrices de ces comptes vont se retrouver avec beaucoup de marques qui les sollicitent, mais donc avec une liberté de parole qui s'amoindrit au fur et à mesure que leurs partenariats se multiplient, puisque de fait, on peut pas dire, enfin on peut, mais c'est compliqué, disons, de dire vous n'avez pas besoin de sextoy, votre sexualité est super, c'est pas grave de pas avoir de libido, et en même temps vendre des sextoys. Enfin, ça va pas ensemble. Et donc, on assiste à nouveau à une deuxième scission entre les comptes qui vont complètement rentrer quand même dans ce modèle capitaliste qui leur permet de vivre de leur activité et qui est, il faut le dire, très lucratif à partir du moment où la communauté est grande, et ceux qui vont aller chercher d'autres modèles. Mais ce qui est sûr, c'est que ce tournant-là a été très dommageable et a eu beaucoup d'impact sur la santé mentale de certaines des créatrices de contenu, qui du coup se retrouvent tiraillées entre l'envie de, disons, changer le monde et de participer à une révolution sexuelle, et le besoin assez compréhensible de devoir vivre de son activité professionnelle. Alors il y en a certaines qui arrivent quand même à trouver des alternatives. C'est par exemple le cas de Léa de Merci Beaucoup, qui, elle, a misé sur des ateliers pour développer son potentiel orgasmique. Donc elle, ce qu'elle dit, c'est
Je ne me rémunère pas grâce à Instagram, mais grâce aux ateliers que je fais et que je commercialise via Instagram, ça me permet de payer mon loyer, de payer mes courses. C'est précaire, mais c'est déjà une réussite. En ce moment, je suis à 2 heures par jour. Donc, elle parle sur Instagram, ce qui est extrêmement peu hein, par rapport aux autres créatrices de contenu. J'essaye de diminuer pour privilégier les moments avec les gens plutôt que sur Instagram. Surtout quand tu vois les problèmes. J'attire votre attention sur la durée sans vous couper. Il va falloir songer à conclure. J'arrive sur la fin. Voilà. Sur la fin. Et par contre, il y en a d'autres qui disent clairement ne plus se sentir libres, notamment pendant le confinement dans lequel plusieurs d'entre elles ont confié avoir fait des partenariats rémunérés avec des produits avec lesquels elles ne sont pas en accord. Exemple, des produits d'hygiène, d'hygiène intime. Et donc, ma conclusion serait que en ce moment, on est en train d'assister à un tournant de ces comptes-là, où il y en a d'un côté des personnes qui ont complètement accepté ce modèle-là, mais il y a aussi toute une partie des autres comptes qui cherchent des solutions. Donc, une des solutions invoquées, ça serait par exemple les modèles de financement participatif comme Patreon, qui est un modèle avec un abonnement payant contre du contenu exclusif. Il y en a d'autres aussi qui vont commencer à avoir des produits dérivés de type des livres, etc. Et donc, c'est un chantier c'est un chantier en cours sur lequel je suis en train de travailler et donc sur lequel je n'ai pas encore de solution à vous offrir. Merci beaucoup d'avoir attiré notre attention sur ce rôle des réseaux et sur leurs paradoxes. Et nous discuterons tout à l'heure, nous aurons des questions à poser. Et nous allons passer sans plus tarder à la dernière intervention, qui est celle de Marie-Jo Bonnet. Marie-Jo Bonnet est-elle là? Bien sûr. Oui, je suis là. Oui, bonjour. Voilà, ça y est, je vous vois. Donc, je vous en prie, la parole est à vous. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir invité. Je m'excuse de ne pas être en votre présence parce que je préfère beaucoup la présence plutôt que le Zoom. Donc, j'ai consacré un livre à la maternité symbolique, comme vous pouvez le voir ici, pour 3 raisons. Et je vais être rapide hein, parce que je crois que ce serait plus intéressant d'avoir des questions à poser. La première est qu'à mon grand étonnement, il n'existe pratiquement pas de livre sur la maternité symbolique. Les femmes sont toujours cantonnées à la maternité biologique et cette maternité est aujourd'hui captée par le pouvoir médical et les biotechnologies. Or, les femmes sont des créatrices et des éducatrices. La maternité est donc une métaphore importante pour comprendre le processus de la naissance spirituelle et artistique. Vous, femmes de la Méditerranée, vous savez que le bassin méditerranéen est le berceau des cultes aux déesses mères, Isis en Égypte et Afrique du Nord, Artémis, Déméter, etc. Aujourd'hui, il n'y a guère que la culture catholique qui réfléchisse à la maternité symbolique à travers la figure paradoxale de la Vierge Marie. Je dis paradoxale car la symbolique chez elle est coupée du biologique si l'on en croit le fait qu'elle était vierge au moment de la naissance de Jésus. Or, cette maternité symbolique de la Vierge Marie, évidemment, sépare le corps maternel de l'esprit paternel. Elle coupe encore le corps de l'esprit. Or, mon objectif dans la maternité symbolique, c'est de relier justement le corps et l'esprit et de ne pas les couper. La deuxième raison qui m'a poussée à écrire ce livre, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer une femme artiste poète qui a été ma mère spirituelle. Elle s'appelait Charlotte Calmis, elle était née en Syrie, a grandi en Égypte, et elle est arrivée en France en 1937. J'ai voulu transmettre l'expérience que j'ai menée avec elle quand j'avais 27 ans et qui a été décisive dans ma vie pour m'aider à naître une deuxième fois, comme on dit, c'est-à-dire qu'après la naissance biologique, il y a la naissance à soi-même.
La troisième raison qui m'a poussée à faire un livre sur la maternité symbolique est liée au développement des biotechnologies de la procréation. Elle pratique une véritable captation du corps des femmes, à nouveau sommées de faire des enfants. Même les lesbiennes aujourd'hui sont embarquées dans ce tourbillon procréatif à tout prix, quelles que soient les circonstances et quel que soit le prix que ça coûte pour la collectivité. Parce que si la PMA pour toutes est remboursée par la sécurité sociale, évidemment, ça va mettre le prix de l'enfant très, très cher. Et c'est la sécurité sociale, c'est-à-dire nous tous, qui finançons cette question. Alors qu'il existe des maladies aujourd'hui qui sont beaucoup moins remboursées et qui sont des vraies maladies. Donc, j'en suis arrivée à penser que nous subissons aujourd'hui un renforcement de l'injonction à la maternité qui concerne toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Les techniques de PMA ont mis en place un nouveau marché très juteux sur le corps des femmes, car le corps des hommes n'est aucunement atteint par les pratiques de procréation médicale assistée. Même dans le cas de l'IAD, c'est-à-dire de l'insémination artificielle avec donneur, ce sont les femmes qui doivent prendre des hormones pour pallier à la stérilité masculine, alors qu'elles ne sont pas stériles. Et donc, vous savez que les hormones à long terme sont dangereuses. Cette obsession procréatrice est inquiétante, car elle montre que la libre maternité n'est pas un acquis, comme nous le pensions dans les années 70. Les femmes sans enfants sont tout autant stigmatisées, et celles qui mettent trop de temps à tomber enceinte sont étiquetées infertiles et soumises à des procédures de PMA intrusives et peu efficaces, puisque le taux de réussite ne dépasse pas 17% par cycle. Il est donc nécessaire de développer le concept de maternité symbolique pour repenser ce qui demeure de l'ordre de la spécificité des femmes, tant sur le point de vue biologique que spirituel. Voilà, alors si vous voulez bien, je vais arrêter pour qu'on puisse avoir un débat ensemble, parce que évidemment, c'est un sujet très, très important qui concerne autant la création des femmes, et je peux me permettre de vous renvoyer à Niki Tsinfal, qui a beaucoup travaillé justement cette question parce qu'elle a eu des rapports difficiles avec sa mère. Donc, tout son travail, ça consiste à reconstruire le corps de sa mère, comme par exemple dans sa sculpture « La femme », cette grande femme qui est allongée dans laquelle les visiteurs rentraient à l'intérieur du corps féminin. Donc, elle reconstruit le corps de la mère pour renaître à une nouvelle vie. Et je pense que toute l'œuvre de Niki Tsinfal est très, très évocatrice justement de cette maternité symbolique qui est absolument nécessaire parce que beaucoup d'entre nous ont eu des relations difficiles avec leur mère. On en parle très, très peu. Et donc, enfin, disons, on n'en parle pas suffisamment. Et donc, il est important de pouvoir, d'abord, qu'on a plusieurs mères sur Terre, et que d'autre part, qu'aujourd'hui, il y a un problème de transmission entre générations, c'est-à-dire qu'il y a trop souvent une volonté de rupture de la jeune génération vis-à-vis de ma génération, par exemple, les vieilles. C'est-à-dire qu'il y a le patriarcat a intérêt à couper la solidarité entre les différentes générations de femmes, parce que c'est ça qui établit notre force. Et c'est ce qui nous permet aussi de transmettre l'expérience des femmes plus âgées pour les plus jeunes et de les aider à grandir. Et je pense que cette question-là n'est pas suffisamment discutée aujourd'hui. Et j'espère qu'une rencontre comme celle-ci va nous permettre de la mettre sur la table et de la discuter, puisque nous avons des femmes qui sont très jeunes ici et des femmes beaucoup plus âgées. Donc, c'est le moment idéal pour engager le débat. Voilà, alors donc, mon bouquin, j'ai fait plusieurs livres. J'ai fait un livre aussi sur le MLF. Je me permets d'en parler parce que j'ai raconté mon expérience au mouvement de libération des femmes, justement dans une optique de transmission de ce que nous avions vécu. Parce que j'ai remarqué
que les jeunes découvraient le fil à couper le beurre. Par exemple, tout notre combat contre le viol que nous avons mené dans les années 70 et qui a débouché sur un changement de la loi, tout ce combat-là avait été complètement effacé et ça a été redécouvert au moment de MeToo. Et il y a beaucoup de nos combats qui ont été redécouverts, mais en même temps, je peux me réjouir qu'il y a quand même certaines choses qui sont passées, et en particulier l'hymne du MLF, nous qui sommes sans passé, les femmes, eh bien, c'est ce chant qui est maintenant universellement connu. Et ce matin, j'écoutais l'émission de France Culture sur Gisèle Halimi. Et cette émission était scandée par l'hymne des femmes que nous avons chanté, moi que j'ai beaucoup chanté dans ma jeunesse, et qui est chanté par les Espagnols, qui est chanté par tout le monde, sauf que l'hymne, les paroles du refrain ont été réécrites par Oser le féminisme et par Caroline de Haas, qui trouvait qu'on n'avait pas le droit de dire que les femmes avaient été esclaves. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Donc, ces paroles ont été réécrites. Donc, à mon avis, cet exemple est tout à fait révélateur de la question de la transmission. C'est comme si nous, aujourd'hui, on réécrivait l'International ou on réécrivait le français, là, l'hymne français, là, comment il s'appelle La Marseillaise. La Marseillaise. Voilà. C'est comme si on écrivait la Marseillaise parce qu'on n'était pas d'accord avec le sang de nos ennemis qui sont... Ce n'est pas le sang des ennemis, c'est le sang des nobles. C'est le sang des nobles. Bon, bref. Voilà. Donc, c'est le sang plutôt, c'est le sang populaire. Le sang pur, c'est leur sang à ceux qui se battent. Ce n'est pas le sang des autres, c'est le leur. D'accord, bon. d'accord. Voilà. Donc vous voyez, il y a une espèce de doxa féministe qui est en train de se mettre en place, qui, à mon avis, est très étonnante et qui perturbe la transmission. C'est-à-dire, soit elle la rend impossible, parce qu'on est qualifié de féministes blanches. Maintenant, tout d'un coup, voilà, on est des féministes blanches. Alors là, ça, j'avoue que c'est assez impressionnant. Et donc là, je pense qu'il y a un réel problème de transmission et un rejet de la maternité symbolique. Parce que quand même, en tant qu'aînés, nous avons quelque chose à transmettre et à donner aux plus jeunes. Or, ça devient très difficile. Donc voilà, mais d'un autre côté, il y a aussi un développement. Par exemple, les journées du matrimoine, c'est quelque chose de très important qui s'est développé depuis quelques années. Et il y a vraiment une demande très, très grande de culture féministe, de culture de femmes, de ce qui s'est passé. On a besoin de modèles, de livres, de peintures, etc. Donc, vous voyez, je pense que tout ça, c'est un grand... Il se passe quelque chose de très important en ce moment, je crois, parce que je crois même qu'on est en train d'entrer dans un nouveau cycle, mais ce nouveau cycle, il n'implique pas d'avoir une rupture radicale avec le passé. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'il est important aussi d'attirer l'attention sur cette nécessité de la construction d'une mémoire des femmes. Alors, c'est vrai que chaque génération ou chaque mouvement se réapproprie. C'est vrai qu'il est dommage parfois d'avoir à réinventer l'eau tiède. Parce que je crois que quand on est... Ça prouve que socialement, et d'un point de vue mémoriel, d'un point de vue de représentation, les choses ne se sont pas imprimées dans l'ensemble social. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui peut questionner les femmes, que cet oubli, en quelque sorte, cet effacement, et cette nécessité de retrouver sans fin ce qui en fait, avait déjà été, si je puis dire, mis en avant et mis à jour. Et si ça se retrouve, c'est qu'il y a une nécessité et que quelque part, ça a été oublié, effacé, et que quelque chose n'a pas marché dans la transmission. Alors justement, nous avons l'occasion là de discuter, de renouer tous ces liens, de tisser ensemble, hein, puisque le mot tissu et le mot texte viennent de la même origine. On sait qu'un texte est un tissu. Donc ce texte mémoriel de l'histoire des femmes. Alors, comment est-ce que je donne la parole, parce que je ne veux pas la conserver, là, pas du tout, bien, même si j'aurais beaucoup à questionner les unes et les autres, mais l'important, c'est la parole dans la salle. Alors, où est-ce que j'appuie ou comment je sais qui a la parole?
Je vais te mettre, Claude, au fur et à mesure dans le chat les prises de parole sur Zoom et dans la salle. D'accord. Sur Zoom, je vais demander donc aux personnes qui souhaitent prendre la parole de lever la main. Et dans la salle, il suffira juste de se manifester un peu bruyamment. Alors, est-ce qu'il y a des prises de parole sur Zoom? Bon, en tout cas, moi, j'ai adoré la communication d'Elvire. C'était très intéressant. Moi, j'ai beaucoup appris. Merci. Alors, OK, alors je regarde, mais je crois que peut-être qu'on n'a pas de combattants ou combattantes en raison de la fatigue. Peut-être dans la salle, est-ce qu'il y a des réactions ou des commentaires? Moi, j'ai une question pour toi, Elvire. Tu disais que tu avais soutenu ton mémoire. Est-ce que tu penses en faire une version publique, c'est-à-dire un article, quelque chose? Parce que pour le coup, tu parles d'espace, notamment sur le net, dont j'ignore à peu près tout ou pas grand-chose. J'ai découvert, parce que je t'ai découverte, je suis allée découvrir Clit Révolution. Donc là, je pense qu'il y a un gap générationnel sur les outils qu'on utilise. Et donc, par l'intermédiaire de ton Instagram, je suis allée en voir d'autres. Mais je trouve que tu disais aussi très intéressant, notamment le fait que les marques, du coup, instillent finalement de nouvelles injonctions, et ça renvoie aussi à ce que je disais dans ma com, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces effets. Alors, les féministes historiques, comme on peut dire, diront backlash, mais en tout cas, que dès qu'il y a des espaces qui pourraient être des espaces d'innovation et d'émancipation, et bien d'emblée, c'est aussi ces mêmes espaces qui deviennent de nouveau des espaces d'émission de normes et de renforcement parfois des normes. Donc, est-ce que tu penses, en tout cas pour revenir à ma question initiale, en faire un peu comme ce que tu as fait là, c'est-à-dire le rendre public par un article ou quelque chose comme ça? Oui, oui, c'est en cours. Je suis en train de finaliser là un livre qui s'étend d'ailleurs au-delà d'Instagram au féminisme et aux réseaux sociaux, parce que je trouve qu'il y a une tension assez intéressante entre à la fois le pouvoir de frappe et la nocivité que ça représente pour les militantes qui sont essentiellement en ligne. Et oui, du coup, enfin, je suis un peu en train de faire des entretiens complémentaires avec justement des créatrices de contenu qui ont déjà exploré d'autres pistes, et avec des militants, militantes de l'internet libre, entre guillemets, notamment la Quadrature du Net, qui en fait, eux, pensent à ces sujets-là et aux impacts des algorithmes sur les luttes politiques depuis déjà des dizaines d'années, et qui du coup ont quelques pistes en tout cas à explorer. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi, je ne l'ai pas cité parce qu'au moment du mémoire, c'était pas le cas, mais on est plusieurs comptes Instagram à assigner Facebook en justice, enfin Facebook et donc Instagram en justice, pour les contraindre à dévoiler leur méthode de modération. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière, Twitter a été condamné justement à dévoiler ses méthodes de modération. Et donc, du coup, ça, je pense aussi que ça pourra alimenter une enquête plus longue ultérieure. D'accord, merci. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Il y en a une dans la salle. Il y a Marianne. Moi, j'ai une question un peu pour Louisa, Elvire et Marie-Jo Bonnet. Comment est-ce que vous expliquez justement, alors est-ce que déjà Louisa et Elvire, vous ressentez effectivement une non-communication avec une difficulté de communication avec des féministes un peu plus des féministes des années 60, 70, 80, et comment est-ce que vous l'expliquez ça mutuellement de vos points de vue différents? Qui veut répondre? Je n'ai pas compris quelle difficulté de communication on a, parce que moi, personnellement, je n'ai pas très bien compris la communication de Louisa, parce que je ne sais pas de qui elle parlait exactement. Et donc, c'est difficile à répondre. Je parlais plutôt de la difficulté de transmission, justement, que vous évoquiez.
Ah bah oui, mais ça me paraît évident quand même, parce que quand, quand on s'entend critiquer sur le MLF, dire que c'était les féministes blanches qui ignoraient les femmes noires, c'est complètement faux. Il y avait des femmes d'Algérie, de Tunisie qui venaient. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout. On revoit, on réécrit ce qui s'est passé dans les années 70 au prisme de l'intersectionnalité et des femmes racisées. Donc, sans tenir compte du contexte historique et du fait qu'on est dans un processus d'émancipation. Donc, on part de notre désir d'émancipation, on ne part pas de la stigmatisation de l'autre. Et c'est vraiment tout à fait la différence, moi, que je vois entre, disons, le féminisme des années 70 et aujourd'hui, parce qu'on était même peut-être plus stigmatisés, parce que par rapport, moi, j'ai fait partie des Gouines Rouges, du Front homosexuel d'action révolutionnaire, et je peux vous dire qu'à cette époque-là, ce n'était pas une mince affaire, hein, que de faire son coming out. J'ai fait ma thèse d'histoire sur les relations amoureuses entre les femmes du XVIe au XXe siècle. Hein. Je l'ai soutenue, c'était Michel Perrault qui était ma directrice de thèse. Je l'ai soutenue en 1979. Eh bien, c'était absolument impossible de rentrer à l'université avec une thèse, avec un sujet pareil. Donc, vous voyez, on a quand même mené des combats qui sont très importants. Aujourd'hui, ce sont les jeunes, c'est l'inverse aujourd'hui, je pourrais dire. Mais comment dire, il ne faut jamais perdre de vue, enfin, moi, ce qui est important, c'est le désir de libération. Hein. Là, on a beaucoup parlé de sexualité. Je pense que le premier désir, enfin moi, en ce qui me concerne, c'est un désir d'émancipation. Hein. Et par exemple, si je suis allée du côté des femmes, c'est parce que j'estimais que les femmes méritaient d'être aimées et désirées. Et donc, je pense qu'il est beaucoup rentré dans mon désir cette volonté d'avoir une vie au service des femmes, disons, hein, et au service d'une culture des femmes. Bon. Mais aujourd'hui, le point de vue s'est inversé, c'est-à-dire on part du fait qu'elles sont victimes du patriarcat, victimes de la violence masculine. Donc c'est une démarche très différente parce qu'on part du désir de l'autre, du regard de l'autre, et on ne part pas de son propre désir. Alors je pense que ça constitue une des grandes différences entre les deux mouvements, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de désir d'émancipation, bien au contraire, mais que le courant dominant, il est plutôt un courant victimaire aujourd'hui. Et que tout le travail qui se fait en souterrain, parce qu'il se fait un énorme travail en souterrain, par exemple sur le clitoris, moi je suis très frappée. Quand j'ai fait ma thèse, j'ai découvert donc tout un discours sur le clitoris qui remonte au XVIe siècle. Hein, et au XVIIe avec Thomas Bartholin qui disait que c'était le siège du plaisir en la femelle. Hein, et que c'était donc les femmes qui abusaient entre elles du clitoris. Hein. Donc, tout le discours sur les tribates, comme on disait, il prend racine justement dans le clitoris. Et j'apprends au 19e que quand il est trop long, il faut le couper. Hein. Et donc, j'avais écrit ça dans ma thèse, dans mon livre. Il a été édité 3 fois. Hein. Eh bien, tout ça s'est passé complètement à la trappe. Et ça a été redécouvert aujourd'hui. Et moi, je suis tout à fait étonnée de voir cette espèce de dynamique autour du clitoris, parce que le clitoris a longtemps été vu comme un équivalent du pénis. Et donc, si vous voulez, c'est ce qui nous apparente, c'est ce qui nous relie aux hommes d'une certaine manière. Hein. Mais ce dont on ne parle jamais, c'est du trou, c'est-à-dire le vagin. C'est un trou, hein, ça a été considéré comme un trou, comme un vide, et ça fait aussi partie de la sexualité féminine. Donc moi, je pense que nous avons une double dimension, à la fois la dimension de ce qui est commun avec l'homme, et ce qui est spécifique, c'est cette espèce de rapport justement à cette intériorité, parce que c'est la caverne, enfin, tous les mythes, tout ce qui a été... Et aujourd'hui, donc, les filles, elles récupèrent la dynamique du clitoris, ça c'est très bien, parce que c'est une énergie considérable.
Mais il y a aussi l'autre dimension qui est celle de la maternité. Je m'excuse de revenir à nos moutons, parce que la maternité est laissée entre les mains des médecins, là, aujourd'hui. On a perdu le contrôle de la maternité. On l'a laissée, on l'a abandonnée au discours médical. Le biopouvoir est en train d'établir, il a pris possession du corps de la femme, de la maternelle, de la femme maternelle. Je trouve ça incroyable. Et que personne n'en parle. Par exemple, dans notre corps nous-mêmes, hein, je regrette, donc c'était merveilleux, notre corps nous-mêmes, il a été réédité, mais il a été réédité en valorisant les biotechnologies. Alors que la démarche des Américaines en 1977, c'était justement de reprendre le pouvoir sur notre corps, sur notre santé, et de la sortir des mains des médecins. Donc, quand on a gagné l'avortement et la contraception, ça a duré très peu de temps parce que à peine 5 ans après qu'on ait obtenu la libre maternité, vous avez la naissance du bébé éprouvette. Donc, à nouveau, les médecins reprennent possession du corps des femmes. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'on ait conscience de ces grands courants historiques pour pouvoir ne pas se laisser prendre dans ce qui paraît un progrès. Et les biotechnologies, c'est très attirant parce que maintenant, toutes les femmes peuvent avoir des enfants, quelle que soit leur position sociale. Mais est-ce que c'est ça véritablement que l'on désire? Où se situe notre désir? Et quand on parle de l'injonction, ça veut dire que c'est l'autre, c'est l'injonction de l'autre. Mais mon désir à moi, il est où? Je pense que juste un petit mot avant de passer à peut-être quelqu'un qui veut répondre, je pense on a vu passer des artistes, et il y en aura, je crois, tout à l'heure encore. Je crois que dans le domaine de la création littéraire et artistique, il y a quand même des affirmations très nettes du désir des femmes, et je dirais des désirs. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas qu'un désir, il y a une multiplicité de désirs. Diversité, on ne va pas dire une multiplicité, mais une diversité, avec des choses d'ailleurs, je ferai une petite allusion là au passage à Duchamp et au fait que, vous vous souvenez le travail de Duchamp justement sur ce trou censément féminin, et qui au contraire, il en a fait le moulage, il a fait le moulage du sexe masculin et le moulage du sexe féminin, et du coup, l'un ressortait en creux et l'autre ressortait en plein, avec évidemment la perturbation que cela a amené sur le regard. Bon, est-ce que quelqu'un veut intervenir après votre intervention, dont je vous remercie? Moi, je veux bien Oui, rebondir sur ce qui a été dit sur la question de la transmission, qui est en oui, effet une question que je trouve hyper intéressante parce que je sais que donc avant d'avoir quitté Révolution, moi je militais chez Femen et on a eu la chance de rencontrer justement des anciennes militantes du MLF, de l'Alliance des femmes pour la démocratie, qui sont donc nos grands-mères, disons, féministes. Et je sais qu'en fait, quand on a commencé à avoir des discussions, à dîner, etc., j'ai été presque en colère de ne pas avoir fait ces rencontres plus tôt et de ne pas avoir eu ces outils de transmission avant, notamment sur des questions toutes simples, hein, liées à l'activisme, mais aussi liées aux références. On le sait, hein, les ouvrages, comme vous le disiez très bien, sont là, puis enfin, on les oublie, puis ils ressurgissent, etc. Et c'est vrai que il y a eu un petit, sans en vouloir particulièrement à ma mère, mais il y a eu quand même un petit trou, disons, de génération où en fait les générations de nos mères ont été aussi peut-être moins dans la rue, enfin moins dans cette transmission-là et plus dans la transmission d'un féminisme intime de l'ordre de, enfin en tout cas pour mon expérience personnelle, de l'ordre de il ne faut pas te laisser marcher dessus, etc. Et c'était plus quelque chose lié à, disons, du développement personnel. Mais ce qui est intéressant, et je pense aussi qu'il y a une grande fracture numérique, hein, tout simplement, parce que je le vois avec ces femmes chez qui on a été édité. D'ailleurs, on a été édité aux éditions des femmes, et c'était un grand honneur pour nous. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est des personnes qui ne maîtrisent pas du tout les codes des réseaux sociaux, qui sont le lieu premier, en fait, de formation des nouvelles générations. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les lycéennes, collégiennes, étudiantes, jeunes étudiantes, etc., là où elles vont avoir tendance à le plus trouver d'informations, ça va être sur les réseaux sociaux et dans les podcasts.
qui sont en fait deux outils qui sont très peu utilisés par les générations de cette génération, du MLF, etc. Et donc, je pense qu'il y a aussi une nécessité de notre part, à notre génération, d'essayer de faire en sorte de ramener, de donner ces outils-là. Je pense qu'il y a un vrai échange de savoir-faire que moi je fais avec plaisir avec justement les éditions des femmes, de juste essayer, donc là c'était de faire connaître leur librairie, parce qu'en fait elles ont une librairie qui s'appelle la Librairie des femmes à Paris, qui ne publie quasiment que des femmes, féministes évidemment, et qui est un trésor en fait pour les nouvelles féministes qu'on est, de pouvoir parler avec une libraire qui connaît par cœur en fait des tas et des tas de théoriciennes, d'autrices, d'activistes. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment aussi ce truc-là qui fait qu'il y a une incompréhension liée au manque d'informations et au manque de conversation qu'on peut avoir avec certaines générations. Et généralement, en tout cas, moi, mon constat est de voir que les personnes et les féministes qui vont avoir tendance à aller taper sur le MLF. On l'a vu récemment, il y avait une polémique autour de l'hymne des femmes, etc. En fait, ce sont des personnes qui connaissent très peu l'histoire du MLF au final et qui en ont retenu ce qu'on connaît de manière très superficielle, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, alors que le MLF, en fait, c'est beaucoup plus que ces simples deux grandes victoires. Il y a une histoire qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus profonde, et je trouve ça hyper précieux en fait d'essayer de favoriser ces communications-là et d'aller au-delà de ce qu'on a pu voir sur un post Instagram pas sourcé. Merci, je crois qu'on approche de 16h45. Je crois qu'effectivement, et je regarde aussi les notes qui ont été envoyées, cette question de la transmission, et il y a des ruptures de transmission, pas seulement chez les femmes, elles sont assez générales en ce moment, justement par changement d'outils et autres questions, mais elles sont très problématiques dans la question des femmes et dans les questions d'une histoire des femmes. Donc je crois que ça pourrait faire l'objet d'une réflexion et si ce n'est d'un colloque, d'une réunion analogue à celle que nous avons eue aujourd'hui. Et s'il y a encore des interventions importantes, je vous en prie, allez-y. Et puis après, nous passerons à un travail à nouveau artistique présenté par les Artémis. Oui, c'est nous, Claude. Claude, tu n'avais pas une question, toi, pour Khadija Morchid? Parce que tu disais que tu avais des petites remarques à poser. Non, j'avais pas une question de façon. Non, j'avais dit que là, on était au miroir du littéraire. Je trouve que ça s'appelait fantasme et médiatisation, dans le corps fantasmé et médiatisé, et on le voyait à travers le littéraire, à travers un fantasme colonial, à travers. Et j'aimais bien ce prisme, et ce serait long de questionner chacune des intervenantes, et je trouve que l'ensemble est extrêmement riche. Mais c'est vrai que ce qui me questionne aussi, c'est que ces apports, il faudrait quand même qu'ils fassent à un moment donné, et là je m'adresse justement aux connaisseuses des réseaux, etc. Il faudrait quand même, parce que parfois c'est assez indigent, il faut le dire, il y a des choses extrêmement intéressantes, mais on est dans le témoignage, et tout ce qui a été la théorisation antérieure ou même la théorisation présente est une théorisation un peu plus rigoureuse et parfois absente. Et je pense qu'il faudrait faire lien entre à la fois cette importance du témoignage, parce qu'il est très important, parce que c'est tel que les êtres humains se vivent et se ressentent, et les femmes en l'occurrence, et d'autre part, la production d'une réflexion par les femmes et une histoire des femmes. Et je crois qu'il y a là peut-être quelque chose à lier et à rejoindre. Moi, c'est ça qui m'a frappé dans l'ensemble de ce que j'ai entendu. Cette nécessité de rejoindre à la fois vous savez, c'est McLuhan, le médium et le message à un moment donné, de relier des médiums qui informent le message de manière différente, tel que celui qu'on connaissait par le livre initialement, et tel qu'il apparaît maintenant sur les réseaux sociaux, y compris avec leurs paradoxes. Donc, je crois que là, il y a des choses à approfondir. Ouais, je me permets de signaler une exposition à propos de l'histoire que j'ai faite il y a 2 ans au Musée des Beaux-Arts de Rennes sur les créatrices, l'émancipation par l'art. Donc, ma question, c'était comment l'art a permis aux femmes de s'émanciper. Et quand
dans les œuvres, qu'est-ce qu'elles ont fait? Quelles sont les œuvres émancipatrices qui nous parlent depuis le Moyen-Âge? Vous voyez? Voilà. Donc, donc Marie-Jo, c'est parfait comme transition. Question, si ça ne vous dérange pas de vous arrêter là. non. Non, je crois qu'il est bien de passer à l'art, justement. Où sont les Artémis? Ça, c'est là. Voilà. Bonjour. Une Parce que je ne vous voyais pas. Et, on va voir le travail des Artémis. Est-ce qu'on peut vous avoir en grand? Oui, attendez, juste une seconde. On s'en occuper. On est en train de s'en occuper. Alors, plusieurs choses. Mille merci Claude Bert, donc écrivaine et poète, pour avoir accepté de modérer cette 3e table ronde. Merci aux participantes de celle-ci. Merci beaucoup Elvire. Elvire, je peux quand même juste t'engager à aller voir sur l'Instagram des Artémis l'avant-première, puisque c'est une création d'avant-première qu'elle nous offre. Pour achever en tout cas cette journée. Je signale également, avant de partir s'il vous plaît, mais ça sera également envoyé par mail, le fait d'évaluer ce séminaire, c'est important, notamment pour le Forum Femmes Méditerranée, d'avoir des retours par rapport aux engagements financiers notamment, et donc comme un peu un compte-rendu pour les financeurs. Donc merci de remplir le lien qui est dans le chat, et je passe immédiatement donc la parole à Héloïse et Marlène, donc le duo Artémis, que désormais vous voyez en grand normalement sur vos écrans. En tout cas, nous on les voit en grand, et si vous voulez les voir en grand, vous n'avez qu'à les sélectionner et les épingler. Épingler. Ah bon, comment on fait? On les épingler. Ah oui, d'accord, j'ai vu. Ok. Les micros. Merci de couper. Voilà, la jeunesse. Bon, je me tais. Hein. Marie-Jo, est-ce que vous pouvez fermer? Voilà, merci. Allez, parfait. Alors, nous allons clôturer du coup nos intermèdes artistiques aujourd'hui par un travail que nous avons réalisé pour cette occasion. Un travail qui mature depuis 2 ans et qui se nomme Autopsie d'un fantasme. Donc, pour revenir pour celles qui n'étaient pas là ce matin, nous sommes un duo d'artistes. Je m'appelle Héloïse et je suis Marlène. Voilà, nous travaillons à 4 mains sur différents supports, que ce soit de la toile, de la photographie, mais également de la vidéo et de la réalisation. Donc là, tout de suite, nous allons donc vous montrer en avant-première une vidéo qui s'appelle Autopsie d'un fantasme. Il vous faut. Alors, si le son, s'il y a des difficultés de son comme ce matin, j'ai mis dans le chat le lien pour voir la vidéo en ligne. Comme ça, elle dure 3 minutes. Hein, donc, en aparté, normalement, ça devrait marcher. Mais on ne sait jamais sur un coup du sort que ça ne fonctionne pas. Elle dure 3 minutes. Alors, où est-ce que je la retrouve cette vidéo? Donc, vous avez le choix soit de la voir à partir de votre propre ordinateur, soit on va la passer via Zoom. Et en fonction de la qualité de votre connexion, il est peut-être mieux d'aller la voir directement. Excusez-moi. Je ne trouve pas. C'est bon. Voilà. Très bien. Vous avez fait du partage d'écran là? Non, pas encore. On la retrouve. C'est très compliqué ici en fait. Non, c'est pas celui-là de vous non plus. Faire notre page. Voilà. Yes. Allez. Parfait. Ça y est. Puisqu'ils se délectent à regarder nos corps, à le disséquer avec leurs yeux, à effleurer leurs mains sur nos fesses, à en rire parfois pendant que nous pleurons, puisque nos corps deviennent vitrines, sujets à discussion sur ce que l'on peut porter, sur ce que l'on ne peut pas porter, sur ce qui est trop vulgaire, sur ce qui est trop couvert, sur ce qui met en valeur, sur ce qui ne met pas en valeur, sur ce qui est joli, acceptable, sexy, masculin, féminin, enfantin, mature ou immature, sur ce qui fait pute ou sur ce qui fait nonne, sur ce qui fait maman ou sur ce qui fait allumeuse. Mais avons-nous envie de vous allumer? Avons-nous envie de montrer nos seins, nos fesses, nos ventres, nos bras, nos cuisses, nos jambes? Tout cela même sujet à avis, critique, blâme, censure, condamnation, semonce, qu'ils viennent de vous ou de nous. En montrons-nous trop ou pas assez?
ce qui est sensible. Il ne faudrait pas vous déranger, non. Faudrait pas vous déranger. Soyons glabres, lisses. C'est une peau de bébé même à 31 ans, sans histoire et sans vie. Ouh, c'est excitant, c'est excitant. Mais sommes-nous pendantes nues? Devons-nous être pendantes d'ailleurs? Est-ce cela notre rôle? Devons-nous être des corps excitants tout le temps? Une patère pour des fringues de qualité moyenne qui dévoilent sans dévoiler, qui montrent un bout de peau tout rose et tout lisse parce qu'on aura passé des heures à faire péter la cellulite en la décollant. Alors on palpe et on roule et on décolle. On palpe et ça décolle. Nous aussi nous voulons décoller, avec nos doigts peut-être, avec les vôtres, peut-être avec ceux de celui-là. Et si on se peintule le visage avec une couleur qui annule celle de notre peau, car le cerne est trop bleu, ou trop violet, ou trop vert, ou qu'il y a une tache là, ou une rougeur, ou une noirceur par ici, et que notre corps est soit en X, ou en V, ou en O, ou en A, ou en 8, ou en H. Nous, c'est en 8. Nous avons beaucoup de chance d'être en 8, parce que la taille est marquée, les hanches sont larges. C'est plus simple à habiller, c'est plus joli à regarder. Ça donne envie, les hanches larges. Ça donne envie aux hommes de nous faire des enfants, parce que c'est important pour une femme d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elles font les femmes sans enfants sinon? Sont-elles vraiment des femmes? Espérons qu'elles soient belles alors, même si passé 45 ans. Plus que 14 ans, plus que 16 ans, plus beaucoup de temps, alors palpons, décollons, sourions, parce qu'il faut sourire, sourire tout le temps. Regardez, nous sourions. Il ne faudrait pas vous mettre mal à l'aise. Une femme en colère, c'est une hystérique. Ne soyons pas en colère, sourions et sourions. Est-ce cela notre rôle? D'être décoratif, esthétique? Regardez-nous. Nous sommes des vases, des statues, des tableaux accrochés à vos murs. Peut-être sommes-nous des œuvres d'art. Peut-être quelle est là la vérité? Nous sommes des œuvres d'art. Des œuvres d'art. Œuvres d'art. Œuvres d'art. Voilà pour notre vidéo. Est-ce que vous avez des réactions, des questions? Il y a des bravos dans le chat. Magnifique, très intéressant. Très beau travail. Merci. Moi, je tiens déjà à remercier quand même le duo Artemis pour le cadeau qui nous est fait. C'est-à-dire que c'est la première fois que cette vidéo est montrée en public. Et de fait, je crois que rien que déjà pour ça, on peut vous remercier et évidemment vous féliciter pour le contenu et le fait d'avoir aussi bien, à mon sens, permis de reprendre tout ce qui a été filé tout au long de la journée, ce qui peut montrer aussi l'efficacité de l'art. Mais voilà, donc félicitations, vous avez tous les commentaires, bravo, des bravos. Félicitations, très belle performance, merci pour ce cadeau, excellente réflexion, on n'a plus rien à dire ou à commenter. Alors si vous avez cloué le bec à Esther, je dois dire que là c'est même un miracle, n'est-ce pas? Regardez quand même, mais... Ah ben voilà quand même. Tradition artistique, quelle créativité. C'est parce que je trouvais que ça méritait d'être revu. Oui, mais voilà, elle a une proposition qu'on revoit les 3 minutes. Et moi, je propose qu'on les revoie après nos 2 conclusions. La mienne, un peu bizarre, et celle de Karine, très structurée. Et comme ça, on finira sur votre innovation, sur votre créativité, parce que c'est vraiment le clou du séminaire, pour moi. Avec toutes les interventions qui ont été passionnantes. Tu es d'accord avec ça, Céline? Oui. Karine, tu es d'accord qu'on revoie 3 minutes à la fin? Oui. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Donc, Khadija Morchid qui dit ça m'a donné la chair de poule. Ouais. Est-ce qu'il y a des remarques via Zoom? Est-ce que certains ou certaines demandent la parole? Non. Ok. Est-ce qu'on peut allumer la lumière? Il y a Claire aussi. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. Alors, excusez-moi parce que je n'ai pas pu suivre tous vos travaux. Donc, c'est peut-être des choses que vous avez déjà longuement discutées. Mais je voulais juste dire que sur la question de la transmission, là, ça me semble vraiment
une question assez cruciale et que effectivement la différence là, enfin il me semble sur le temps présent, c'est que la question des droits des femmes a beaucoup plus de légitimité et que du coup les mouvements historiques de lutte souffrent d'une image qui a été fortement dévalorisée et que voilà. Alors après, j'ai pas plus de facteurs explicatifs sur ce gap là, enfin qui s'est passé, ce saut de génération. Et mais en tout cas, il me semble qu'il y a vraiment là une opportunité historique à ce que cette transmission puisse se faire sur des travaux qui avaient été faits et très marginalisés. Et maintenant que quelque part il y a une chambre d'écho, que la société a une oreille plus attentive, en partie, hein, bien sûr. Voilà, donc c'est vrai que cette histoire de la transmission me semble intéressante à creuser si vous ne l'avez pas déjà fait au cours de la journée, auquel cas je m'en excuse. Merci. Merci Claire. C'est une des questions, en tout cas, dont on peut dire qu'elle a maillé la dernière table ronde et je pense qu'il mériterait d'être reprise, hein, cette question de la transmission sur une journée d'études entière. Et je pense que ça pourrait être l'objet d'une nouvelle collaboration, notamment avec le milieu militant, parce que je crois qu'il y a quelque chose aussi de cette question qui intéresse à la fois le milieu académique et l'historienne que je suis se sent évidemment prise à partie, d'autant que du point de vue plus personnel, je suis dans un entre-deux générationnel et que peut-être qu'il y a quelque chose effectivement à penser à la fois du point de vue de cette histoire, de l'histoire du féminisme, qui, à mon sens, pourrait être pensée à la fois dans le milieu académique et puis, à mon sens, cette question se pose aussi aux militantes. Et en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je suis surprise par aujourd'hui la vitalité dans notamment les manifestations, y compris dans les rues, et la présence des très jeunes femmes, la présence de femmes plus âgées et au contraire l'absence parfois de gens de ma génération qui sont nés avec le mouvement, la deuxième vague du mouvement féministe, c'est-à-dire plutôt dans les années 70-80. Donc il y a peut-être quelque chose à aller voir de plus près et à penser. En tout cas, merci Claire pour cette remarque. Claude? Oui, je voudrais simplement ajouter quelque chose en ce qui concerne la création et l'art, puisque je suis créatrice, j'en fais partie, et saluer au passage quand même Esther, parce qu'il y a quelque chose qui se joue là. Esther se souvient que nous avons commencé il y a des années en faisant un prix Forum Femmes Méditerranée, voulant donner de la visibilité, puisque c'est ce qui manquait, à la création des femmes des deux rives de la Méditerranée. En l'occurrence, c'était des nouvelles, mais c'était aussi des expositions d'art plastique, c'était aussi du travail musical, et que des années plus tard, on se retrouve là autour de ce travail qui mélange à la fois les interventions de théoriciennes et de l'autre côté des artistes. Avec moi, je suis tout à fait frappée que dans les présentations artistiques que nous avons eues, il y a quand même une manière pour les femmes de présenter leur corps, de montrer leur corps, de se l'approprier en tant que sujet, comme Adrienne Hart, et s'est illustré de façon tout aussi magnifique, moi les choses m'ont paru, et puis ce matin aussi, de se le réapproprier et de le travailler de manière artistique avec une liberté qui, elle, quand on parle d'émancipation, je crois qu'il faut la placer au niveau de cette liberté. On n'est pas dans le théorique là, hein, on est dans la création artistique. Et je voulais saluer Esther et quand même le travail qu'elle a fait, non seulement du point de vue militant, mais d'un point de vue aussi de cette visibilité des femmes. C'est tout. Alors, en termes de prise de parole, il y a Marie-Jo Bonnet et il y a Sylvette Denef également qui voulait prendre la parole. Donc, Marie-Jo. Oui, c'était simplement pour vous dire que je suis en train d'écrire un livre sur la transmission des luttes féministes. Pourquoi c'est difficile? Quelles sont les ruptures? Qu'est-ce qu'il faut transmettre? Qu'est-ce qu'il ne faut pas transmettre, etc. Donc, c'est un sujet qui est passionnant. Voilà. Donc, si vous voulez, je peux vous envoyer des questionnaires hein, sur les filiations et tout ça. C'est intéressant parce que, je veux dire, voilà, je suis en train de le faire. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Parce que je ne sais pas où je vais.
C'est toujours pareil. C'est Je pars à l'aventure. C'est le bonheur de l'entreprise de l'écriture. Je ne vois plus Sylvette. Sylvette va peut-être se reconnecter. Il y a peut-être eu un souci de connexion. Non, je ne la vois plus non plus. Ce que je propose, si plus personne n'a quoi que ce soit à rajouter, c'est qu'effectivement, on puisse passer à des conclusions, certes peut-être pour ma part structurées, mais qui vont être extrêmement rapides. Mais avant, je vais laisser la parole à Esther pour conclure provisoirement cette journée. Merci. Alors, tout d'abord, Marie-Jo, nous sommes preneuses des questionnaires parce que nous avons, dans notre association féministe, le Forum Femmes Méditerranée dont parlait Claude Bert tout à l'heure, nous avons essentiellement des militantes féministes des anciennes générations, des grands-mères, comme l'a appelé Léonore. Les jeunes femmes féministes qui sont ici présentes, aussi bien Lisa, Mila, Zoé, sont en fait en contrat d'apprentissage, en service civique. Et ça fait que, et elles nous apprennent beaucoup, mais on n'est pas au même niveau. Et nous n'arrivons pas à créer une véritable section jeunesse féministe au sein du Forum Femmes Méditerranée. Également, Marie-Jo, par rapport au matrimoine, je tiens à te dire que Marseille et Aix, on a vraiment été à l'initiative parce que l'association Les Femmes et la Ville, qui malheureusement s'est dissoute il y a quelques années, et le Forum Femmes Méditerranée, on a organisé pendant 20 ans les Journées du matrimoine. Elles ont édité le dictionnaire des Marseillaises, avec toutes les Marseillaises qui ont joué un rôle dans l'histoire de Marseille, puisqu'il n'y a que 2% des noms de rues de Marseille qui ont un nom de femme. Et puis, nous avons, avec Hélène Chinard, créé l'outil qui s'appelle le jeu des 7 familles de l'histoire des femmes à Marseille. Jeu qu'on utilise dans les établissements scolaires, qu'on présente avec des expositions. La dernière en date a été au lycée Thiers, justement, au centre de documentation. Alors, lors de ce séminaire, nous avons pu partager plusieurs visions, comme l'a confirmé Sylvette Denef. À la fois une vision d'artiste, de créatrice, une vision de chercheuse, d'historienne, de littéraire, une vision de journaliste, mais aussi une vision de militante des droits des femmes de plusieurs associations méditerranéennes. Il y avait la Fédération de la Ligue démocratique des droits des femmes du Maroc, qui lutte vraiment contre les violences au quotidien et contre la criminalisation de l'avortement. Libanaise pour l'égalité, notre amie Riba Shrek du Liban. Jezéouna en Algérie, que vous avez entendu sur la question des femmes victimes de viols et d'assassinats par les terroristes. Et puis évidemment, le Forum Femmes Méditerranée que j'ai eu la passion de créer il y a 27 ans. On a vu également une vision de générations différentes, vous l'avez dit. Mais je tiens à remercier évidemment les créatrices qu'on a vues, Aïlise, Adrienne, Héloïse, Marlène. Mais je tiens aussi à remercier toutes les intervenantes. Mais pourquoi en particulier Mounia et Khadija? Parce qu'elles sont toutes deux des jeunes doctorantes du professeur Zora Mesgaldi. Et en fait, Zora Mesgaldi, c'est la vice-présidente du RUSMEG. Karine en est également vice-présidente, je ne me trompe pas. Ce réseau universitaire des scientifiques et des études sur le genre et les femmes, qui en sommeil pour l'instant, faute de financement, a vraiment joué sur la transmission. Un exemple, on a rédigé pour les institutions officielles, l'UPM, les États, un rapport sur la situation des femmes en Méditerranée. Et la Tunisie, Soukaina Bouraoui, a proposé justement que ce soit une chercheuse et une jeune doctorante qui écrivent ensemble sur la question des pays, de la situation des femmes dans les pays, sur 3 thèmes: l'égalité professionnelle, la question de la parité politique et la question des violences. Et ça a donné des choses très intéressantes. Et beaucoup de doctorantes, parce qu'on a fait beaucoup de séminaires, on en a fait une dizaine, que ce soit à Casablanca, à Tanger, à Tunis, à Beyrouth ou à Marseille, et à Aix d'ailleurs, ici, sur la... Enfin bon. À chaque fois, les doctorantes ont pu présenter leur thèse sous forme d'un poster et à présenter. Donc, elles ont été soutenues par les autres professeurs. Pour moi, cet exemple de transmission entre générations autour d'activités et de valeurs était important. Et c'est pour ça que j'ai été très émue de la qualité des interventions de Mounia et de Khadija, et vraiment, surtout sur la littérature, parce que c'est ma passion. Alors, vous savez que donc il y a eu comme pays l'Algérie, l'Espagne, l'Italie, la France, le Liban, le Maroc, la Tunisie, l'Allemagne et l'Égypte avec les participants de la Fondation Analyse. Que ce soit en présentiel ou en visioconférence, on a eu vraiment des intervenants. Alors, ce n'est pas les mêmes ceux du matin et de l'après-midi, donc on verra après le nombre de participants, mais je crois que d'ores et déjà, c'est un succès. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet et au-delà des plis, des gras et je passe sur le reste, je tiens à remercier. D'abord, je tiens à rappeler aux participants que ce matin,
il y a des participants qui nous ont rejoints et je tiens à ce qu'ils rendent également hommage à Marie-Paul Grossetête, qui est décédée ce week-end. Parce que c'est une féministe texoise, membre d'Oser le féminisme 13, vice-présidente de la coordination française du lobby européen et porte-parole du collectif féministe lors du FGE, du Forum Génération Égalité. Nous avons insisté sur son combat contre les violences envers les femmes, contre les discriminations qu'elles subissent, contre la prostitution et pour les droits des femmes migrantes. Voilà, je le redis, même si vous allez dire elle exagère, mais je tiens à le faire parce que nous n'avons pas partagé parfois les mêmes combats, mais son combat, nous en avons partagé beaucoup ensemble et son décès subit nous a beaucoup choqués. Voilà, alors comme cela a été rappelé tant par les historiennes que par les littéraires, le corps est la cible des violences en tant que... Dans la rue, le corps des filles et des femmes sont très tôt et quotidiennement sexualisés par des hommes. J'ai beaucoup aimé l'expression de Nina Bouraoui, le corps absorbe toutes les violences du monde et la peau est buvard. Le sang de la blessure menstruelle devient le sang de la puissance créative, littéralement féconde. Corps maltraité, corps confisqué, est-ce que les corps ont été reconquis? Je n'en suis pas si sûre. Si au moment de la lutte pour la libéralisation de l'avortement, nous disions « mon corps, mon choix », aujourd'hui, l'énoncé pourrait être « mon corps n'est pas à votre disposition ». Vous n'êtes pas autorisé à toucher nos corps, ni à les commenter, ni à les juger. Le projet Voix de Femmes, financé par la Fondation Anna Lindh, a permis le renforcement de partenariats, comme celui d'aujourd'hui entre le GFM et le Forum Femmes Méditerranée. Nous avons pu donner la parole sur différents thèmes tabous, comme au Maroc, dialogue interculturel et universalité des droits, ou corps des femmes et sexualité comme aujourd'hui. Je tiens également à dénoncer les agressions contre l'association Centre évolutif civique, une association de femmes lesbiennes, qui sont complètement, depuis plus d'1 an, agressées par des associations de transgenres. Et autant nous défendons les transgenres, autant nous refusons qu'ils reconnaissent la spécificité des femmes lesbiennes et le fait qu'ils les agressent, qu'ils les traitent de racistes parce qu'elles veulent en tant que femmes se retrouver en tant que lesbiennes et défendre leurs droits, fait qu'il ne peut pas y avoir de solidarité avec ceux qui sont contre les droits des hommes et des femmes. Voilà, j'ai dit à peu près l'essentiel de ce que je voulais dire. Évidemment, mon texte d'intervention est beaucoup plus long, mais encore merci à toutes. Et c'est très émouvant de finir le projet Voix de Femmes à Marseille, enfin à Aix-en-Provence, Marseille, par un thème aussi fort, aussi super. Le 2 août, nous organisons le Salon méditerranéen des publications de femmes avec les éditions des femmes. Ça ne sera pas le même salon que nous faisions les années précédentes avec beaucoup d'éditeurs, de libraires et d'écrivaines, parce que c'est le mois d'août, mais nous le faisons en présence des associations partenaires, en présence de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc et de l'Espagne, et nous ferons en même temps la réunion de bilan de ce projet. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous l'ai déjà dit ce matin, vous regardez le blog du projet qui s'appelle Voix de Femmes et vous découvrirez l'ensemble des 18 activités qui vont avoir lieu dans ce projet. Voilà, je vous remercie et j'espère qu'à la fin, nous chanterons l'hymne des femmes qu'a proposé Marie-Jo Bonnet, parce que moi, je le connais encore par cœur. Alors, juste rassurez-vous, hein, je ne vais pas faire une conclusion longue. Je pense que d'ailleurs, on n'a rien à conclure parce qu'il me semble qu'au contraire, on a vu tout au long de la journée des questions qui étaient abordées, qui étaient effleurées, qui étaient suggérées et que, à mon sens, tout l'intérêt de ce type de rencontre, c'est justement d'ouvrir sur de nouvelles rencontres. Donc vraiment, je tenais à remercier chacune d'entre vous et chacun d'entre vous ou pour votre présence, pour votre participation, parce qu'on est néanmoins le 12 juillet, on est à la fin d'une année qui fut particulièrement éprouvante et qu'avoir aujourd'hui une telle mobilisation montre aussi combien la thématique qui a été choisie est une thématique importante et sur laquelle il reste à dire encore énormément de choses. Donc, vraiment, tous mes remerciements. Je remercie également Aix-Marseille Université et la MMSH pour la mise à disposition des locaux. Je tiens également à dire que cette question du corps, elle est à la fois travaillée au sein de l'équipe GFM et aussi au sein du réseau genre en Méditerranée, du réseau GenderMed, notamment par le biais de ce projet autour de sciences humaines, art et féminicide, qui verra donc son rendu public le 25 novembre, donc au moment de la Journée internationale de lutte ou d'élimination des violences faites aux femmes.
Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, on essaiera aussi d'en faire une communication publique. Mille merci en tout cas, Esther, de nous avoir proposé une nouvelle fois ce partenariat qu'on accepte toujours avec plaisir. Et je pense que je ne peux que vous inviter à revoir les œuvres qui ont été celles des artistes. Vous avez tous les liens Vimeo sur le chat. Cette réunion, enfin cette journée d'études a été enregistrée. Donc, le lien sera demandé au forum. Je n'ai pas le lien, donc ne m'écrivez pas, je ne pourrai rien pour vous. Donc, c'est au forum qu'il faudra demander donc, le lien pour cette journée. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée, un très, très bel été, en espérant pouvoir se retrouver très rapidement en présentiel, corps à corps. Merci encore. Je peux chanter, mais peut-être que c'est plus sympathique que vous mettiez. Non, vous ne voulez pas le remettre? Ah aussi. Je trouve que c'est trop fort. Il faut le revoir parce que Oui. écoutez chanter. Il faut le revoir. Les Artémis, remettez-le. Artémis. Allez, on va clôturer donc sur cette autopsie d'un fantasme du duo Artémis. Merci encore à tous et à tous. Je vais pas chanter tout seul, alors que leur mec est magnifique. Je vais pas revoir. Je vais voir s'il est encore là. Oui, il est là. Et où est-ce qu'on vous contacte, Artémis? Sur le chat, elles vont vous mettre leur mail. D'accord. Merci beaucoup pour l'organisation. Merci. Il y a quelqu'un à allumer. Puisqu'ils se délectent à regarder avec leurs yeux, à effleurer leurs mains sur nos fesses, à en rire parfois pendant que nous pleurons, puisque nos corps deviennent vitrines, sujets à discussion sur ce que l'on peut porter, sur ce que l'on ne peut pas porter, sur ce qui est trop vulgaire, sur ce qui est trop couvert, sur ce qui met en valeur, sur ce qui ne met pas en valeur, sur ce qui est joli, acceptable, sexy, masculin, féminin, enfantin, mature ou immature, sur ce qui fait pute ou sur ce qui fait nonne, sur ce qui fait maman ou sur ce qui fait allumeuse. Mais avons-nous envie de vous allumer? Avons-nous envie de montrer nos seins, nos fesses, nos ventres, nos bras, nos cuisses, nos jambes? Tout cela même sujet à avis, critique, blâme, censure, condamnation, semonce, qu'ils viennent de vous ou de nous. En montrons-nous trop ou pas assez? Montrons tout alors, montrons la peau qui dégouline, les seins trop gros, la peau accidentée, la graisse, le gras, le ramolli, le flasque, l'épidème blafard, le violet, le blanc, le rose, le bleu. Et maîtrisons tous les codes pour attaquer nos seins, nos fesses, nos ventres, nos bras, nos cuisses, nos jambes. Saucissonner la peau qui dégouline, dominer les seins trop gros, cacher la peau accidentée, faire fondre la graisse, scotcher le gras, planquer le ramolli, crever le flasque, le jaune, le noir, le faire foncer l'orange. Cachons les tétons, les mamelles, les nichons, la poitrine. Masque ceux qui pointent, ceux qui suintent, ceux qui s'excitent, ceux qui a froid, ceux qui est sensible. Il ne faudrait pas vous déranger, non. Faudrait pas vous déranger. Soyons glabres, lisses. C'est une peau de bébé même à 31 ans, sans histoire et sans vie. Ouh, c'est excitant, c'est excitant. Mais sommes-nous pendantes nues? Devons-nous être pendantes d'ailleurs? Est-ce cela notre rôle? Devons-nous être des corps excitants tout le temps? Une patère pour des fringues de qualité moyenne qui dévoilent sans dévoiler, qui montrent un bout de peau tout rose et tout lisse parce qu'on aura passé des heures à faire péter la cellulite en la décollant. Alors on palpe et on roule et on décolle. On palpe et ça décolle. Nous aussi nous voulons décoller. Avec nos doigts, peut-être avec les vôtres, peut-être avec ceux de celui-là. Et si on se peintule le visage avec une couleur qui annule celle de notre peau, car le cerne est trop bleu, ou trop violet, ou trop vert, ou qu'il y a une tache là, ou une rougeur, ou une noirceur par ici, et que notre corps est soit en X, ou en V, ou en O, ou en A, ou en 8, ou en H. Nous, c'est en 8. Nous avons beaucoup de chance d'être en 8, parce que la taille est marquée, les hanches sont larges. C'est plus simple à habiller, c'est plus joli à regarder. Ça donne envie, les hanches larges. Ça donne envie aux hommes de nous faire des enfants, parce que c'est important pour une femme d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elles font les femmes sans enfants sinon? Sont-elles vraiment des femmes? Espérons qu'elles soient belles alors, même si passé 45 ans. Plus que 14 ans, plus que 16 ans, plus beaucoup de temps, alors palpons, décollons, sourions, parce qu'il faut sourire, sourire tout le temps. Regardez, nous sourions. Il ne faudrait pas vous mettre mal à l'aise. Une femme en colère, c'est une hystérique. Ne soyons pas en colère, sourions et sourions. Est-ce cela notre rôle? Être décoratif, esthétique? Regardez-nous. Nous sommes des vases, des statues, des tableaux accrochés à vos murs. Peut-être sommes-nous des œuvres d'art. Peut-être qu'elle est là la vérité. Nous sommes des œuvres d'art. Œuvres d'art.
Merci beaucoup.